Comme chaque semaine, je souhaite vous rendre compte de la situation épidémique et de la situation sanitaire dans notre pays. Situation que je qualifie de tendue et inquiétante. Si l'on s'arrête à la seule courbe épidémique, celle qui rend compte du nombre de contaminations quotidiennes, les choses peuvent apparaître stables, à haut niveau, mais stables. Près de 21 000 cas par jour en moyenne. La hausse amorcée les 2 dernières semaines paraît freinée grâce au respect des gestes barrières, à notre stratégie tester, alerter, protéger, grâce à la vigilance de tous, au couvre-feu et là où elles sont en vigueur, aux mesures de confinement partiel. C'est le cas notamment dans le département des Alpes-Maritimes, où depuis la mise en place d'un confinement le week-end, l'incidence y reste très élevée, mais en baisse de plus de 20% sur une semaine. Mais cette courbe cache 2 réalités que je vais vous expliquer, parce qu'elles peuvent être lourdes de conséquences pour notre pays. En premier lieu, l'épidémie demeure très hétérogène sur tout le territoire. Comme vous le savez, l'épidémie en France ne progresse pas de la même manière partout. Alors qu'au niveau national, nous observons effectivement une relative stabilité du nombre de nouvelles contaminations et du taux d'incidence, nous sommes particulièrement préoccupés dans 3 régions, les Hauts-de-France, l'Île-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je n'oublie pas bien sûr Mayotte, où un confinement généralisé est en cours depuis plusieurs semaines, qui permet une amélioration très sensible de la situation épidémique, même si la pression sanitaire y reste élevée. Et je n'oublie pas non plus La Réunion. Le président de la République avait évoqué il y a quelques semaines une approche régionalisée de la crise virale. Elle est plus que jamais pertinente quand on constate l'importance des écarts observés entre les territoires. À l'échelle départementale, par exemple, le taux d'incidence est de 44 dans les Pyrénées-Atlantiques pour 100 000 habitants sur une semaine. Il est de 472 dans les Alpes-Maritimes, c'est-à-dire un rapport de 1 à 11. Pour cette raison, et depuis le 4 mars, 23 départements ont été placés progressivement en surveillance renforcée. Dans ces départements, la dynamique épidémique y est élevée, la circulation virale importante, la part de variants y est haute et la tension dans les hôpitaux réelle. Je rappelle ici une évidence, mais une évidence qu'il ne faut jamais perdre de vue. Plus le virus circule, plus le nombre de cas graves augmente, plus la pression sanitaire se fait forte sur nos soignants, très mobilisés, et que je remercie pour leur action déterminée et sans faille depuis plus d'1 an désormais. Et plus cette capacité à soigner peut être mise en difficulté quand le virus augmente trop fort. De fait, la pression sanitaire atteint désormais des niveaux similaires à ceux constatés lorsque nous approchions du pic de la 2e vague. La situation est encore à nouveau contrastée d'une région à une autre, avec des tensions majeures en océan Indien, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans les Hauts-de-France, ainsi qu'en Île-de-France. Le nombre de patients Covid en soins critiques réanimatoires a nettement augmenté cette dernière semaine. Il est passé de 3 555 le 1er mars à plus de 4 000 ce soir, soit une augmentation de 455 patients en plus dans les réa, pour un nombre total de patients qui dépasse les 6 000 désormais, un taux d'occupation supérieur à 85% des capacités de réanimation installées à date. Les patients Covid en soins critiques et réanimation représentent désormais 80% à eux seuls des capacités initiales de nos réanimations françaises. La pression sur les capacités de réanimation devrait encore s'accentuer dans les semaines à venir. Face à cette pression constante, croissante, qui mobilise nos soignants, je le disais, nuit et jour, nous déployons tous les moyens disponibles pour éviter la saturation de nos hôpitaux. Prise en charge en médecine de ville des patients, tous ceux qui le peuvent, y compris d'ailleurs avec de l'oxygène à domicile, transformation de nombreux lits en lits dits Covid, renforcement des lits de médecine pour en faire des lits de soins continus, des lits de soins vigilants pour y mettre des patients plus sévères, déprogrammation importante de l'activité chirurgicale programmée dans notre pays pour toutes les activités qui le peuvent, et mobilisation renforcée du secteur privé. Au cours de la semaine du 28 février au 4 mars, 36 évacuations sanitaires ont dû être réalisées, et notamment 4 depuis la Réunion vers l'Île-de-France. Ces évacuations sanitaires se poursuivent à chaque fois qu'elles sont nécessaires et possibles, ce qui mobilise beaucoup d'énergie aux équipes soignantes et conduit par ailleurs à éloigner des malades sévères de leur entourage. La situation épidémique et sanitaire en Île-de-France nous préoccupe tout particulièrement.
Même si la tendance est un peu moins forte depuis quelques jours, l'incidence, la circulation du virus y est élevée. 350 cas pour 100 000 habitants y sont enregistrés en moyenne chaque semaine. Une incidence qui dépasse les 400 dans le Val-de-Marne et dans la Seine-Saint-Denis. Notre inquiétude se porte particulièrement sur les réanimations en Île-de-France, qui font face à une très forte augmentation du nombre de patients Covid. Toutes les 12 minutes, un Francilien, nuit et jour, est admis en lit de réanimation en Île-de-France. Ce soir, 1080 patients y sont pris en charge, presque le pic de la deuxième vague. Si le rythme continue à être le même, nous dépasserons les 1500 patients Covid en réanimation en Île-de-France à la fin du mois de mars, ce qui correspond à un seuil critique pour les hôpitaux de cette région. Nous faisons tout pour faire face. J'ai demandé au directeur général de l'Agence régionale de santé de mobiliser l'ensemble des établissements de santé, publics, mais également évidemment les cliniques privées, afin d'augmenter les capacités de réanimation, ce qui implique des déprogrammations importantes et demain massives des soins chirurgicaux programmés. Je vous rappelle que nous déprogrammons parce que nous cherchons à libérer des lits qui pourront du coup être mobilisés pour accueillir des patients Covid en réanimation. Nous irons encore plus loin en termes de déprogrammation si la situation devait l'imposer. Et d'ores et déjà, nous préparons des transferts importants de patients vers les autres régions qui pourraient avoir lieu dès cette fin de semaine. Quand je dis important, c'est qu'on parle là de dizaines, voire de centaines de patients qui pourraient être évacués de l'Île-de-France vers d'autres hôpitaux, d'autres régions du territoire national. Cette solidarité entre les régions, elle est cruciale parce qu'elle permet de sauver des vies. En un an, près de 1000 patients ont déjà été transférés pour cause de Covid d'une région à une autre, et notamment d'ailleurs de certaines régions vers l'Île-de-France au cours de la première et de la deuxième vague. Bref, la mobilisation du système de santé est totale partout en France, particulièrement en Île-de-France. Elle le sera encore plus dans les prochaines semaines, car la pression hospitalière va continuer de monter. Considérant que la dynamique épidémique dans la région ne baisse pas encore, soyons clairs à ce stade, nous ne savons pas quand ni où se situe le pic épidémique. Cette situation inquiétante, nous y faisons face, je l'ai dit, en armant au maximum notre système de soins, en renforçant à haut niveau notre dispositif testé, alerté, protégé, en accélérant, comme nous le faisons, la vaccination des publics les plus fragiles. Et si l'épidémie se poursuit à ce niveau et à ce rythme, et si la pression sanitaire devient malgré tout trop forte, alors nous prendrions toutes les mesures qui s'imposent pour freiner la circulation du virus et sauver des vies. Je vous disais que la courbe épidémique nationale cachait deux réalités. La première, donc, c'est cette hétérogénéité sur le territoire. La seconde, c'est l'impact des variants sur la pression sanitaire. La progression des variants se poursuit de façon générale, mais elle reste aussi inégale sur le territoire, et l'évolution du taux de positivité global tend à s'aligner sur celle du taux de positivité lié au seul variant. C'est-à-dire que les variants sont de fait plus contagieux que le Covid-19 classique et le remplacent progressivement. La part de variants dits britanniques est supérieure à 67%, et la part des variants dits sud-africains et brésiliens, elle, est bien contrôlée, maîtrisée, puisqu'elle reste aux alentours de 6%. Les variants sont donc devenus la norme en France, comme d'ailleurs dans la plupart des pays qui nous entourent et qui font face, comme nous, à une situation épidémique tendue. C'est le cas de l'Italie, où se dessine une nouvelle vague. C'est le cas de l'Allemagne, qui, à peine après avoir commencé à lever les premières mesures de son confinement généralisé, je rappelle que pendant plus de 2 mois, les écoles, les commerces y ont été fermés, l'Allemagne a enregistré hier plus de 20 000 nouvelles contaminations. C'est aussi le cas dans d'autres pays européens, comme par exemple la Norvège ou la Finlande. Je voudrais vous montrer une autre courbe. Elle montre le lien, la corrélation entre l'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas, et les admissions en réanimation. Jusqu'ici, les deux courbes étaient plutôt parallèles, décalées d'une dizaine de jours, c'est-à-dire que pour 100 patients malades, il y avait un certain nombre de patients qui allaient développer une forme grave, justifiant une admission en réanimation. Depuis janvier et la circulation des variants, la proportion de formes graves a augmenté sensiblement dans plusieurs régions, notamment l'Île-de-France, les Hauts-de-France ou la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous n'avons pas d'explication arrêtée scientifique à cela, mais plusieurs études internationales confirment notre observation, à savoir que le variant serait responsable de davantage de formes graves
que le Covid-19 classique. Ceci expliquerait pourquoi, à niveau d'épidémie stabilisé, les réanimations se remplissent si vite. Si l'âge moyen des patients en réanimation baisse un peu, de l'ordre de 2 à 3 ans, nous n'objectivons pas de surrisque chez les jeunes entre les différentes souches virales. À ce stade, on peut donc dire que les variants sont plus contagieux, mais aussi plus dangereux, et qu'ils représentent plus des 2/3 des contaminations en France. Face à ce constat, il est primordial de ne pas baisser notre garde, de prendre soin les uns des autres, de ne pas nous mettre dans des situations à risque de contamination. Il est indispensable de se faire tester au moindre doute, de s'isoler sans délai en cas de symptômes. Je le disais la semaine dernière, près de la moitié des contaminations en entreprise sont le fait de personnes qui avaient des symptômes mais qui ne sont pas restées chez elles. Il faut respecter les règles en vigueur partout où elles existent. Elles sont là pour vous protéger. Face à ce constat aussi, il est tout aussi primordial de vacciner les Français les plus à risque de formes graves. Les personnes âgées de 50 ans et plus, atteintes d'une comorbidité telle que le diabète, l'hypertension, le cancer, sans limite d'âge, avec AstraZeneca, chez leur médecin traitant, leur pharmacien dans quelques jours ou en centre de vaccination. Et les personnes âgées de 75 ans et plus, quel que soit leur état de santé, avec Pfizer, Moderna ou AstraZeneca. À date de ce soir à 17h30, voici les chiffres de la vaccination dans notre pays. En 24 heures, 286 000 Français ont reçu une injection de vaccin. C'est un record depuis le début de notre campagne de vaccination. Au total, ce sont ainsi 4 545 000 Français qui ont reçu une première injection et 2 165 000 Français qui ont reçu leurs 2 injections. Le week-end dernier, grâce à une très forte mobilisation des soignants, des élus, des agents des collectivités territoriales, des agences régionales de santé, des préfectures, nous avons pu proposer à plus de 500 000 Français des vaccins qui restaient non utilisés dans des établissements de santé notamment. Ce week-end et tout au long de la semaine prochaine, nous poursuivrons nos efforts en portant une attention particulière que chacun comprendra aux 3 régions les plus touchées, Île-de-France, Hauts-de-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Compte tenu du rythme actuel de la vaccination, qui s'est donc accéléré, les stocks mobilisables sont un peu moins importants que ce qu'ils étaient avant le week-end dernier, ce qui est d'ailleurs une bonne nouvelle, puisque cela atteste que nous vaccinons à flux tendu et que les vaccins n'attendent pas pour pouvoir protéger les Français. Mais ce sont plus de 100 000 doses de Pfizer, pour ne citer qu'elles, qui sont mobilisables dans ces 3 régions d'ici à mardi prochain et qui s'ajoutent ainsi aux vaccinations qui sont déjà programmées. Un mot sur le vaccin AstraZeneca. Vous le savez peut-être, le Danemark a décidé, il s'est fait emboîter le pas par l'Islande et la Finlande, le Danemark a décidé de suspendre par précaution et jusqu'à nouvel ordre l'utilisation du vaccin AstraZeneca contre le Covid-19 en raison de craintes liées à la formation de troubles de la coagulation chez de très rares personnes vaccinées, dont une est hélas décédée. Dans le même temps, l'Agence nationale de la santé danoise souligne qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas conclure à l'existence d'un lien entre le vaccin et ces troubles de la coagulation. L'Italie a décidé de suspendre quant à elle un lot seulement de ces vaccins pour analyse, un lot qui n'est pas utilisé sur le territoire français. J'ai saisi dès ce midi l'Agence nationale de sécurité du médicament de la question afin d'y apporter un éclairage. D'après l'Agence nationale de sécurité du médicament, qui suit ainsi d'ailleurs les recommandations qui ont été formulées hier soir par l'Agence européenne du médicament, il n'y a pas lieu de suspendre la vaccination par AstraZeneca. Des enquêtes sont menées systématiquement à chaque fois qu'un effet indésirable grave est déclaré. Mais de quoi parlons-nous ? Sur 5 millions d'Européens, 30 personnes ont présenté des troubles de la coagulation. Chaque dossier de ces patients est évidemment analysé pour chercher une causalité, un lien de causalité avec la vaccination. Ils n'ont pas encore été identifiés formellement. Et surtout, ça ne constitue pas, nous dit l'agence, un sur-risque statistique. C'est-à-dire que sur 5 millions d'Européens qui ne se sont pas fait vacciner, on pourrait s'attendre à ce que 30 d'entre eux présentent également des troubles de la coagulation. Ce qu'on appelle le rapport bénéfice sur risque, c'est-à-dire le bénéfice apporté par la vaccination, est donc jugé supérieur au risque à ce stade. Évidemment, des investigations sont en cours en France et à l'étranger. L'Angleterre, qui a vacciné des millions d'habitants avec le vaccin AstraZeneca, enjoint à poursuivre la campagne vaccinale et n'a pas objectivé à très large échelle de surrisque d'effets indésirables graves.
Mesdames, Messieurs, cela fait désormais 1 an que nous traversons ensemble cette pandémie. Je tenais à vous dire que je sais tous les efforts qui sont les vôtres au quotidien, ce qui vous en coûte. C'est ensemble que nous tenons depuis le début et c'est ensemble que nous y arriverons. Je vous remercie. Nous allons maintenant procéder aux questions. Bonjour, Monsieur le Ministre. Julian Els pour BFM TV. Concernant les doses d'AstraZeneca qui ont été retirées dans certains pays étrangers, notamment c'est le cas de l'Autriche, où une infirmière est décédée. Certaines doses sont actuellement sur le territoire français. Savez-vous où elles se trouvent et si elles sont bien en France Oui, l'Autriche, suite à un cas d'effet indésirable grave, a décidé de suspendre temporairement un lot de vaccins AstraZeneca. Certains de ces vaccins peuvent être en circulation dans le reste de l'Europe. La NSM travaille là-dessus, mais c'est la même chose pour l'Autriche que pour le Danemark. Imaginez que, ce serait formidable, mais imaginez que toute la population française se fasse vacciner en 24 heures. Vous auriez le lendemain le même nombre d'infarctus du myocarde, le même nombre d'accidents vasculaires cérébraux, le même nombre de thromboses veineuses des jambes que n'importe quel jour. Et si vous prenez individuellement chaque situation, vous allez dire cette personne a fait un infarctus du myocarde, elle a été vaccinée la veille. Ça ne veut pas dire qu'il y a un lien de causalité. Vous comprenez? Pardon. La notion de surrisque statistique, c'est ça. C'est ce que sur une population donnée, on observe une augmentation d'un nombre de maladies qui pourrait être expliquées par le vaccin. À ce stade, ni l'Europe, ni la France, ni l'Allemagne, je m'en suis entretenu avec le ministre allemand de la Santé tout à l'heure, ne considèrent qu'il y a un surrisque qui soit avéré. Donc vraiment, on surveille, on observe. Si la situation devait évoluer, évidemment, nous prendrions des décisions, mais à ce stade, il n'y a pas lieu de suspendre la vaccination. Bonjour, Camille Collin pour TF1 et LCI. Vous nous expliquez, me semble-t-il, depuis maintenant presque 1 an, que parfois vous prenez des mesures restrictives pour qu'il n'y ait justement pas trop de tension dans les hôpitaux et dans les services de réanimation. Alors pourquoi ne pas prendre des mesures immédiates, notamment en Île-de-France? À vous écouter, tous les indicateurs sont au rouge. Et j'ajoute juste que le Conseil scientifique, visiblement, est en train de préparer un nouvel avis, que lui aussi semble très préoccupé par la situation. Est-ce que vous le suivrez s'il demande justement des mesures immédiates? Je l'ai dit tout à l'heure, nous ne refusons a priori aucune mesure susceptible de protéger les populations. Ce sont des mesures qui sont adaptées, qui sont prises au moment où il faut les prendre, dans les endroits où il faut les prendre, et lorsqu'elles font parfaitement sens. Ce que j'ai décrit tout à l'heure de la situation épidémique en Île-de-France n'est pas celle d'une courbe exponentielle sur le plan épidémique, mais une courbe qui a plutôt tendance à se stabiliser. Il y a une augmentation du nombre de cas graves et il y a une augmentation des admissions en réanimation. Et finalement, ce à quoi on assiste, c'est qu'il y a davantage d'entrées en réa en Île-de-France qu'il y a de sorties, puisqu'il y a davantage aujourd'hui de cas graves qu'il y avait il y a 2 semaines et qu'un malade reste en moyenne 2 semaines dans un lit de réanimation. Dans quelques jours, le nombre de sorties va être amené à augmenter et si le nombre d'entrées n'augmente pas dans la même période, alors nous pourrions atteindre un point d'équilibre et éviter ainsi la saturation de nos hôpitaux. Nous cherchons à protéger nos hôpitaux, à protéger les réanimations. Encore une fois, c'est en mobilisant tout le système de santé et en procédant à des évacuations sanitaires que nous pouvons éviter d'avoir à prendre des mesures qui seraient évidemment, et vous le comprenez, lourdes de conséquences pour les Franciliens et pour les Français. Bonjour Philippe Leduc. Pour poursuivre la question, vous craignez qu'il y ait 1500 personnes en Île-de-France en réanimation. Est-ce qu'il y a des critères précis aujourd'hui qui vous permettraient de prendre des mesures plus difficiles? Parce que c'est vrai que ça augmente. Et deuxième question, comment vous expliquez la réaction très vive des médecins libéraux qui se sentent désavoués, démoralisés, parce qu'ils n'auraient pas eu les vaccins qu'ils auraient dû avoir et que ça a été donné aux pharmaciens? Est-ce que maintenant, il y a une clarification au niveau des vaccinations? Est-ce qu'on va pouvoir monter à 400 000, ce qu'il faudrait pour arriver au chiffre que vous annoncez globalement avant l'été? Il n'y a pas d'indicateur précis chiffré en termes de réanimation. C'est une pression sanitaire, une tendance et une capacité à notre système de santé à s'organiser pour tenir, grâce à la mobilisation de nos soignants. Sur les médecins et la vaccination, nous avons, avec le Premier ministre, réuni le président de l'Ordre national des médecins hier soir, ainsi que tous les présidents des différents syndicats médicaux, pour lever toutes les incompréhensions qui avaient pu générer un communiqué. De quoi parlons-nous? Les médecins libéraux, d'abord, ils sont
extrêmement précieux, essentiel même, dans la campagne vaccinale que nous menons. Aujourd'hui, demain et dans les prochaines semaines et les prochains mois. Nous avons besoin d'eux et les Français leur font confiance et ils ont raison. Aujourd'hui et demain, 760 000 vaccins AstraZeneca arrivent dans les différentes pharmacies de France, destinés aux médecins qui les ont commandés. C'était la première confusion et c'était la confusion principale. Certains médecins ont cru que, parce qu'on leur disait qu'ils ne pouvaient pas passer de nouvelles commandes cette semaine, les vaccins qu'ils avaient commandés la semaine dernière ne leur seraient pas livrés. Donc je le dis, je profite de votre question pour dire à l'ensemble des médecins, mais j'écris une lettre à tous les médecins libéraux pour bien les rassurer sur ce point, tous les vaccins qu'ils ont commandés arrivent aujourd'hui et demain et la totalité des commandes sont honorées. J'ai demandé également aux médecins libéraux de vacciner sitôt qu'ils reçoivent des vaccins et de ne pas avoir de stock. Et je me suis engagé à ce que tout médecin qui aurait consommé la totalité de ces vaccins puisse à nouveau en commander. Ensuite, les médecins m'ont demandé, et ils ont raison, de la visibilité sur les vaccins dont ils pourront disposer dans les prochaines semaines. Je suis le premier à vouloir de la visibilité. Mais je constate que le laboratoire AstraZeneca réduit semaine après semaine, actuellement, les livraisons de vaccins qui nous étaient promises et pour lesquelles nous étions contractuellement engagés. Ainsi, la semaine prochaine, nous aurons peu de doses. La semaine suivante, nous aurons peu de doses. Et il est à craindre que la semaine suivante, nous ayons peu de doses également. Nous travaillons au niveau européen. L'ensemble des gouvernements européens sont mobilisés pour faire en sorte qu'AstraZeneca puisse livrer les vaccins comme ils s'y étaient engagés. Et donc j'ai expliqué aux médecins qu'il m'était difficile de leur accorder toute la visibilité à laquelle ils aspirent, dans la mesure où nous sommes, de ce point de vue-là, également en attente, je l'espère, de meilleures nouvelles. Et par ailleurs, j'ai souhaité que les pharmaciens puissent, en parallèle des médecins, par la place des pharmaciens, en parallèle, commencer à vacciner. Et en l'espace de 2 jours, ce sont 15 000 pharmaciens d'officine sur les 18 000 que compte notre pays, qui ont commandé des vaccins pour pouvoir commencer à protéger les Français. Dernier argument que j'ai déployé, 30% des Français ne peuvent actuellement pas se faire vacciner chez leur médecin traitant, ou parce qu'ils n'en ont pas, ou parce que leur médecin traitant n'a pas encore commandé de vaccin. Et donc, permettre aux pharmaciens de vacciner, c'est permettre aussi à tous les Français, sur tout le territoire national, d'être protégés. Vous serez d'accord avec moi, notre objectif avant tout, c'est d'aller vite, et c'est de protéger le plus tôt possible l'ensemble des Français. À propos de l'AstraZeneca, avez-vous constaté des effets secondaires graves depuis que l'AstraZeneca est injecté en France? Première question. Deuxième question, où en est l'enquête de l'Europe? Les Britanniques ont reçu plus de 10 millions de vaccins AstraZeneca. Nous avions commandé l'Europe, la France, une commande à peu près similaire. Nous en avons reçu 10 fois moins. Pourquoi et où en est l'enquête? Je vous ai répondu sur la deuxième question, c'est au niveau européen que les choses se passent, parce que ce sont des contrats qui ont été passés par l'Union européenne et la Commission européenne. Les commissaires européens sont particulièrement mobilisés. En France, Clément Beaune, en charge des questions européennes au gouvernement, et Agnès Pannier-Runacher pour l'industrie, travaillent avec leurs homologues européens pour trouver des solutions et avoir toutes les réponses. Sur les effets indésirables, la directrice générale de l'Agence nationale de sécurité du médicament, que j'ai eu au téléphone encore quelques minutes avant de vous rejoindre pour cette conférence de presse, me disait qu'il y a des enquêtes en cours sur des signalements de maladies qui sont apparues quelques jours après une vaccination, mais qu'à ce stade, il n'y a pas de lien qui ait été fait entre la vaccination et l'apparition de ces symptômes. Et elle m'a évidemment rassuré sur le fait que s'il y avait des liens, s'il y avait des effets indésirables particuliers ou des choses qui n'auraient pas été objectivées à l'étranger, évidemment un signalement serait fait en toute transparence. Je rappelle que toutes ces données sont accessibles en toute transparence. Donc les effets indésirables de ce vaccin, comme d'autres vaccins, on a oublié, mais le vaccin fièvre jaune avant donnait des fièvres qui pouvaient être carabinées, comme on disait, avec des symptômes grippaux. Aujourd'hui, le vaccin, dans un nombre minoritaire de cas, peut donner des effets indésirables bénins, de la fièvre, un peu de fatigue, douleur au point d'injection. À ce stade, il n'y a pas de lien démontré. Je vous ai dit, 30 cas sur 5 millions de vaccinations. L'Agence européenne du médicament considère qu'il n'y a pas de surrisque statistique. Si ça évolue, évidemment, vous imaginez bien qu'en toute transparence, je vous dirai les choses. Une dernière question. Bonjour, alors du coup ça sera une double question. La première c'est sur les protocoles sanitaires, les recommandations. Brigitte Bourguignon a parlé d'une nouvelle recommandation faite dans les EHPAD qui devait venir cette semaine. On n'a pas encore une nouvelle. Qu'est-ce qu'il en est? De même, Alain Fischer a parlé de celle intrafamiliale pour les personnes vaccinées qui devrait arriver très bientôt. Où en est la réflexion? Et ma dernière question concerne les centres XXL de vaccination qui ont été mentionnés peut-être pour le début avril. Où en est votre réflexion là aussi? Comment ça se présenterait et combien de centres de vaccination de ce type-là vous imaginez?
Sur la première question, le Haut Conseil pour la santé publique a émis des recommandations que Brigitte Bourguignon, ministre déléguée en charge de l'autonomie, concerte avec l'ensemble des fédérations dans le domaine des EHPAD. Vous savez déjà que nous avons décidé que des personnes âgées en EHPAD qui sont à au moins 15 jours de leur deuxième injection de vaccin, dont on considère qu'elles sont protégées, peuvent évidemment sortir. Nous sommes en train donc de discuter avec les fédérations d'EHPAD toutes les conditions pratiques d'allègement des contraintes sanitaires qui ne seraient plus utiles. Donc vous aurez la réponse très bientôt. Nous sommes encore dans la semaine quand nous disions que c'était cette semaine que ça se passait. Et votre deuxième question portait sur les méga-centres de vaccination. Il faut savoir qu'au mois d'avril, et c'est évidemment une bonne nouvelle, nous recevrons 1,9 million de doses de vaccins Pfizer par semaine. C'est beaucoup plus que ce que nous avons aujourd'hui. Nous aurons également plus de vaccins Moderna et nous aurons d'autres vaccins vraisemblablement qui seront arrivés. Si les livraisons, maintenant je mets des si, les livraisons d'AstraZeneca arrivent comme prévu au mois d'avril, ça va nous faire des quantités très importantes de vaccins et c'est encore une fois évidemment une bonne nouvelle. Et rassurez-vous, on sait faire en France. Et donc on articulera cette campagne vaccinale en deux parties. Une partie dans les centres de vaccination qui vont devoir augmenter leur capacité. Et la plupart des centres dans lesquels je me rends, et j'en ai vu des dizaines et des dizaines, me disent tous qu'ils ont hâte de pouvoir augmenter leur capacité de vaccination. Nous augmenterons aussi, là où c'est nécessaire, le nombre de centres. Et là où vraiment ça fera sens, notamment dans le cœur des grandes agglomérations, pourquoi pas avoir des centres encore plus gros avec 15, 20 lignes de vaccination. Ce n'est pas une difficulté. Et j'ai permis d'ailleurs la mobilisation de tous les professionnels de santé, des étudiants aux retraités, et maintenant, et bientôt même d'ailleurs des pompiers qui pourront aussi vacciner. Ils sont déjà très mobilisés dans les centres de vaccination, mais bientôt ils pourront eux aussi vacciner. Les infirmières peuvent vacciner, les sages-femmes peuvent vacciner. Et la deuxième partie, ce sera la médecine de ville. Pharmacie, infirmières libérales, sages-femmes, médecins, qui pourront vacciner massivement avec notamment le AstraZeneca et d'autres vaccins. On aura besoin de tout le monde. Je vous remercie.